Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de débat et d'analyse autour de l'actualité africaine. Au sommaire, ce vendredi, un nouveau gouvernement entre en scène au Soudan. Il devra s'attaquer aux problèmes économiques à l'heure où les manifestations contre le régime du président Omar el-Béchir se multiplient. En Égypte, le marché automobile a subi des changements majeurs entraînant une hausse des prix. Dans ce contexte, la campagne Let It Rust a été lancée. On en parle en deuxième partie d'émission. Et puis l'ONU qui dénonce de possibles crimes de guerre et crimes contre l'humanité au Soudan du Sud. L'Union africaine est appelée à mettre sur pied un tribunal hybride. Avec nous, pour nous accompagner tout au long de cette émission, Karine Orio. Bonsoir Karine. Bonsoir Gardiela. Vous êtes journaliste, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec nous également Monsieur Joël Compaoré. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ingénieur, merci d'être avec nous sur ce plateau. Oui, je vous remercie pour l'invitation. Et à vos côtés, Monsieur Mamoudou Mara. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes le président de Génération Républicaine, qui est un mouvement associatif. Merci d'être avec nous sur ce plateau. On démarre tout de suite avec l'actualité politique. Au Soudan, le nouveau Premier ministre Mohamed Tarek Ella a dévoilé ce mercredi la composition de son gouvernement, un gouvernement qui aura la lourde tâche de s'attaquer à la crise économique qui a provoqué une contestation inédite contre le régime du président Omar el-Béchir. On regarde ensemble ce sujet de la rédaction, on en parle juste après. La crise sociopolitique perdure au Soudan. Alors que les manifestations contre le président Omar el-Béchir continuent de prendre de l'ampleur, un nouveau gouvernement a été formé jeudi 14 mars 2019 avec pour défi de résoudre les problèmes économiques qui ont déclenché les mouvements populaires depuis près de 3 mois au Soudan. Cette crise sociale, elle est due notamment à l'environnement économique dans lequel évolue le Soudan depuis quasiment 5 ans. Depuis la création de l'État du Soudan du Sud, parce que le Soudan du Sud était notamment une manne financière pour l'État du Soudan. En dehors de cela, le contexte géopolitique s'y prête. El-Béchir est au pouvoir depuis quasiment 30 ans et plus de 75% de la population soudanaise a moins de 30 ans. Une réponse politique avec la mise en place d'un gouvernement peut être une solution pour décrypter cette crise en tant que telle. Le nouveau Premier ministre Mohamed Tarek Ella a reconnu que les prix élevés des produits comme le pain et le carburant étaient un réel problème pour les Soudanais. Il a promis de régler cette situation dans les plus brefs délai. Il doit falloir d'abord stabiliser au plan social l'unité nationale du Soudan. Il faut notamment discuter avec les groupes sociaux, avec les différents syndicats, pour revoir également les mesures importantes au niveau de la stabilité par rapport au choc inflationniste, par rapport à la stabilité de l'indice du prix général pour éviter notamment l'inflation, parce que c'est la hausse des prix qui était à la base essentiellement de ces mouvements sociaux. Deuxième réforme à engager la carte de la géopolitique internationale. C'est le 3e remaniement gouvernemental que le Soudan connaît en moins de 2 ans. De leur côté, les manifestants se sont dit déterminés à continuer leur mouvement malgré l'état d'urgence et la répression. Alors Karine, avant de nous intéresser de près à ce nouveau gouvernement, peut-être déjà revenir un peu plus en détail que ce qui a été dit sur les origines de cette crise et surtout en quoi est-elle différente du mouvement de contestation qu'a connu le pays en 2013. Alors je pense que ce qui est quand même assez intéressant là, c'est que c'est une contestation un peu comme on le voit en France, on le voit dans d'autres pays, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation qui fait que les ménages sont complètement pris à la gorge, il n'y a plus du tout de subventions concernant tout ce qui concerne les farines de blé, etc. Donc, forcément, les bourses les moins remplies vont devoir souffrir. Et puis, le pouvoir d'achat est complètement étranglé. Et puis, el-Béchir, comme on l'a dit, qui est là depuis 89, a essayé de contenir plusieurs fois déjà ces contestations. Et cette fois-ci, c'est la goutte d'eau qui va effectivement faire déborder le vase. Je pense que, clairement, il essaye effectivement d'apporter des solutions, mais c'est simple. Une société civile, quand elle ne peut pas se nourrir, quand elle ne peut pas faire ses achats, c'est-à-dire que c'est simple, il y a une contestation. Et il faut savoir aussi qu'au Soudan, contrairement à ce qu'on pense, il y a beaucoup de personnes qui vont à l'école, il y a beaucoup de médecins, beaucoup d'ingénieurs, donc qui ont besoin effectivement, qui construisent en fait leur contestation, qui n'est pas une contestation justement à la hâte, mais c'est un pays effectivement avec une forte culture de contestation, mais qui sont des contestations qui sont justifiées.
Alors, Monsieur Mara, Karine l'a dit, hein, l'étincelle dans ce pays a été économique, mais aujourd'hui, le feu est désormais politique. Est-ce que vous pensez que la nomination de ce nouveau gouvernement est de nature à faire taire cette contestation ? La contestation économique, elle vient politique, c'est tout à fait normal. Mais comme le disait l'opposant Alpha Condé à l'époque, il dit le poisson pourrit toujours par la tête. Et donc le problème soudanais ici, peut-être que ce n'est pas un problème de changement de gouvernement, peut-être que c'est un problème qui va au niveau du régime, changer complètement de régime et voir Maire Omar el-Béchir à la touche, principalement. Donc le Soudan, comme elle a bien expliqué tout à l'heure, il y a un problème économique qui s'oppose, qui se transforme vers un problème politique. Et les jeunes Soudanais, c'est des jeunes qui sont, qui sont en contact avec le monde, les réseaux sociaux, donc ils voient ce qui se passe. N'oublions pas qu'il y a eu une révolution qui a eu lieu, la révolution arabe, qui a entraîné la chute de certains dirigeants, notamment en Égypte aussi. Donc toutes ces révolutions sont dans les têtes des différents pays, des différents jeunes des pays d'Afrique, et forcément Omar el-Béchir se trouve sur un plafond de verre, et sa responsabilité, c'est de voir éventuellement ce qu'il faut faire. Je pense qu'après 30 ans de régime, l'usure du pouvoir, les dérives de la République nous appellent parfois à l'humilité, à plus de responsabilité et surtout à rentrer par l'histoire, par la grande porte de l'histoire. Est-ce qu'Omar el-Béchir fera le même en rentrant dans l'histoire? On ne sait pas, mais l'histoire en jugera. Pour rentrer dans l'histoire, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse aujourd'hui? Vous pensez qu'il doit démissionner? À mon avis, démissionner, je ne sais pas, je ne suis pas à sa place, mais je pense qu'il faut qu'il rende le tablier et qu'il faut qu'il donne la responsabilité au peuple de choisir dignement, surtout qu'ils ont perdu 3/4 des réserves de pétrole avec l'indépendance, avec ce qui s'est passé. Et donc forcément, en termes de possibilités économiques, il n'en a plus. Et aujourd'hui, ils ont un problème économique, ils ont un problème de transport, les banques sont vides, il y a un problème monétaire qui se pose. Donc il y a toute une structure économique qui est en phase de délétère. Et ajouter à cela les contestations politiques qui viennent de se passer, qui viennent de se poser, forcément il va se trouver asphyxié, d'où le problème du fait qu'ils n'arrivent pas aujourd'hui à contrer les manifestations qui se passent aujourd'hui, parce que s'ils arrivent à se révolter, si l'armée arrive à aller plus loin, aujourd'hui on entend qu'il y a une vingtaine de personnes qui sont décédées suite aux différentes manifestations, donc si on va plus loin, je pense que la communauté internationale ou les pays d'Afrique se lèveront pour faire face à une certaine responsabilité. En tout cas, le président Omar el-Béchir a répondu en disant, M. Compaoré, que le pouvoir s'arrache par les urnes, ce qui nous renvoie de facto aux élections de 2020. Oui, c'est vrai qu'au début des contestations, beaucoup avaient fondé l'espoir de voir émerger une transition et à l'image de ce qui s'est passé dans les printemps arabes. Mais il faut comprendre que cette crise est avant tout une crise de la classe moyenne soudanaise qui, avec l'inflation, se voit être déclassée. Et cette crise, conjuguée aussi avec la baisse du prix du pétrole, rend la marge de manœuvre du gouvernement très infime, pour dire que les caisses sont vides. Et on a beau changer de gouvernement, c'est pas pour autant qu'on va pouvoir trouver des réponses tout de suite. Et aussi, il faut comprendre que ça dure depuis quelques mois et le régime n'arrive pas à enrayer ces mouvements. C'est aussi la révolution Facebook, comme on dirait, des nouveaux médias, des réseaux sociaux. Alors, la société civile s'organise, elle est plus active, elle a l'information qu'il faut, et il est difficile pour un pouvoir autoritaire d'arriver à bout de ce type de contestation. La seule solution, c'est de pouvoir répondre aux revendications des manifestants, c'est-à-dire... Justement, comment répondre à ces manifestations, à ces revendications, quand, comme vous l'avez dit, les caisses sont vides? Karine, dans ce pays, il faut noter quand même que les dépenses de défense et de sécurité représentent 80% du budget de l'État. C'est-à-dire qu'il faut complètement revoir les priorités aujourd'hui? Mais je pense que je pense qu'au contraire, le fait de créer, de mettre en place un nouveau gouvernement, ça peut être un bon signe, parce qu'effectivement, vous l'avez souligné, c'est-à-dire que les gouvernements précédents ont plutôt axé le plus gros des dépenses sur effectivement les dépenses militaires. Il n'y avait que 2 ou 3% qui étaient attribués à l'éducation et à la santé. Or, on est quand même dans un pays avec une population, je pense que la majorité de la population est très très jeune, donc il faut investir dans l'éducation. Aujourd'hui, si effectivement Omar el-Béchir et son nouveau gouvernement entendent ce que le peuple réclame,
ils vont désormais effectuer les bonnes réformes, c'est-à-dire que répartir au mieux leur budget. Et puis, il ne faut pas oublier que Omar el-Béchir, c'est un logiciel qui est quand même un logiciel très militaire, dans le sens où il arrive au pouvoir par un coup d'État. Et donc, lui, le plus gros des dépenses, c'est d'abord de se protéger. Et puis, quand il y a une contestation sociale, il faut répondre forcément par la violence. Mais je pense que là, c'est bon signe déjà, même si, effectivement, on espère que ce n'est pas le remaniement de trop et qu'ils vont effectivement engager des réformes qui sont des réformes importantes en termes d'éducation et de santé. Mais bon, on dirait que c'est un logiciel militaire, comme vous le dites. Donc, cela prouve que l'armée a une très grande importance au Soudan. Donc, réduire les budgets de l'armée, il faut dire que dans cette contestation, on a vu que l'unité de façade de l'armée s'est fissurée. Même le parti du président Omar el-Béchir, il y a des velléités, il y en a qui ont désapprouvé, comment dirais-je, la manière dont a été traitée cette crise. Donc il faut dire que en plus du problème économique, nous avons un problème politique qui prend racine dans cette crise. Donc je ne suis pas certain, je pense, j'ose espérer qu'on aura des lendemains qui chantent, mais je ne suis pas certain que ce remaniement va arriver à bout de ces manifestations. Je suis plutôt d'accord avec ce qu'il vient de dire, dans la mesure où c'est le troisième remaniement qui est fait en moins de 2 ans. En moins de 2 ans, 3 remaniements effectués. D'après les précédents, c'était des technocrates qu'on a eu au pouvoir. Et je suis complètement convaincu qu'en Afrique, on parle souvent de technocrates, mais c'est les technocrates qui ont mis tout le continent en retard. Donc aujourd'hui, la seule solution envisageable aujourd'hui, c'est un changement de régime et que Omar el-Béchir, avec ses acolytes, avec l'armée notamment, et que l'armée prenne ses responsabilités en disant, certes, il a un logiciel militaire, et le logiciel militaire aussi constate que quand le pays est fait face à des situations de crise politique aussi dures, il est du devoir de l'armée de prendre ses responsabilités et de faire en sorte que l'unité du pays soit sauvegardée. Alors moi, je ne sais pas s'il faut effectivement opter pour cette solution-là. Quand on voit ce qui s'est passé en Tunisie, on nous a vanté les bienfaits de ce printemps arabe. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, les Tunisiens, la société civile tunisienne soit de cet avis-là quand on voit qu'effectivement le chômage a augmenté. Le tourisme qui était effectivement ce qui permettait à la Tunisie de rayonner, ils ont perdu complètement tout ce qu'il y avait en termes de tourisme. Et puis les attentats terroristes n'ont fait qu'augmenter. Ce n'est pas pour dire que c'est ce qui va se passer au Soudan, ce n'est pas la question, mais je pense qu'aujourd'hui, quand on doit parler de transition, il faut bien y réfléchir avant. Parce que c'est bien facile de demander effectivement au régime actuel en disant on veut bien qu'il parte, mais on remplace par quoi? Et dans quelle situation est-ce qu'aujourd'hui la société civile va se retrouver? C'est ça, c'est aussi des bonnes questions qu'il faut se poser. Mais le cas des printemps arabes, c'est différent, parce que les pays qui ont été touchés par le printemps arabe, c'est des pays qui, économiquement, c'est des pays qui sont stables. On va dire économiquement qu'il y avait une économie qui bougeait, une classe moyenne qui bougeait, donc ça marchait plutôt bien. Et le Soudan, je pense que le Soudan, je ne sais pas si vous êtes parti au Soudan ou si vous avez visité au Soudan, mais je ne pense pas que le Soudan soit les pays les plus visités ou les plus, en tout cas admiratifs à aller voir. Donc le problème fondamental se trouve dans les régimes de nos pays. Moi, je considère qu'on ne peut pas faire 30 ans. Ce qu'on n'a pas fait en 30 ans de régime, il est impossible qu'en 5 ans qu'on puisse résoudre un problème. Alors, Karine a pointé du doigt un fait très important qui est celui de l'alternative, justement. Quelle alternative face au président Omar el-Béchir et comment s'organise l'opposition, si opposition il y a, M. Compaoré? En fait, après 30 ans, la transition, la plupart du temps, est difficile. Donc, moi, je suis plutôt pour le fait qu'on attende 2020, parce qu'en 2020, il y a des élections. C'est dans 1 an ou tout au plus. Donc, aller vers une transition incertaine avec un pouvoir militaire, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas où ça se termine. Et à la lumière des printemps arabes et de ce qui s'est passé un peu partout en Afrique, on sait que la plupart des transitions ne se sont pas terminées de manière heureuse. Je ne vais pas citer le cas de certains pays, mais c'est plutôt, au lieu que ça soit une avancée démocratique et une avancée économique, on perd plutôt du terrain sur ce plan. Donc je dirais qu'il faut être vraiment prudent, d'autant plus qu'aujourd'hui la Russie a envoyé un émissaire au Soudan pour... Justement, j'allais y venir, Karine.
Quels sont les alliés du président El-Béchir sur la scène internationale? Parce qu'il semble quand même très confiant, hein, on le voit dans ses déclarations. Il a affirmé encore il y a quelques semaines que la contestation n'aboutirait pas sur un changement de pouvoir. Alors, c'est assez intéressant parce que, effectivement, je trouve que ce qui est bien dans le cas du Soudan, c'est quand il dénonce notamment que les Américains ils sont sur liste noire. Et rappelons quand même qu'ils ont été à un moment donné sous embargo parce qu'on leur reproche d'avoir hébergé Oussama Ben Laden et que finalement cette sanction a été levée en 2017 par Donald Trump. Cependant, ils restent sur liste noire, ils restent parmi des pays terroristes. Donc, qui veut investir aujourd'hui, quand on regarde les pays en Afrique, je ne suis pas sûre qu'on cite Khartoum comme étant effectivement un hub quelque part. C'est une véritable question. Ils n'ont pas du tout une bonne image. Et malheureusement pour lui, même si effectivement aujourd'hui, comme allié, il a la Russie ou un autre pays, je ne suis pas sûre que ce soit ça qui fasse changer les choses au sein, en tout cas à l'intérieur du pays, au sein de la société civile. Ça, pour moi, c'est tout un autre sujet. Vous pensez que ça n'a pas d'importance, les soutiens internationaux dans ce genre de contestation? On l'a vu que le président égyptien également a mis en garde contre ces... C'est-à-dire que clairement, pour être très concret, c'est aujourd'hui, quand vous voyez le prof ou le médecin qui manifeste, je veux dire, qu'est-ce que lui, son information de savoir que Omar El-Béchir rencontre effectivement un émissaire russe ou turc, ça ne change absolument rien pour lui. Ce qu'il veut, c'est des réformes qui changent son quotidien. Je pense qu'il y a deux cas de figure. Il y a un facteur explicatif endogène de ces revendications du médecin, de l'enseignant, de l'instituteur et de l'infirmière, mais aussi le cas externe, exogène, qui est considéré par les relations internationales, par les intérêts qu'ont certains pays, notamment la Russie, la Chine, au Soudan. Et les pays du Golfe. Et les pays du Golfe notamment. Et l'exemple le plus éloquent, c'est l'exemple comment on appelle ça, pas de l'Irak, mais du pays... la Syrie. La Syrie. L'exemple de la Syrie. La Syrie, quasiment toute l'Union européenne est contre la Syrie, avec le soutien seulement des Russes. Jusqu'à présent, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont en train de se battre, mais le type est encore au pouvoir. Donc le soutien de la Russie, c'est un soutien fort. Ils sont aux Nations Unies, ils ont une diplomatie très, très forte, ils sont présents un peu partout. Donc c'est un soutien qui permet à Omar El-Béchir de dire, ben voilà, je tiens le pouvoir et je continue à imposer une diplomatie, une hégémonie sur la scène internationale, mais aussi sur la scène nationale. Monsieur Compaoré. Non, moi je dirais que avoir le soutien des Russes, c'est pas rien, parce que même si au sein du parti au pouvoir on sent une certaine fébrilité et que dans l'armée certains ont désapprouvé certaines méthodes pour réprimer ces manifestations, avoir le soutien d'un pays qui a le droit de veto au niveau de l'ONU, c'est assez important. Mais comme le disait mon interlocuteur, c'est aux Soudanais de pouvoir, comment dirais-je, en dernier ressort, c'est les Soudanais qui vont décider de leur avenir. Qu'on ait le soutien des Russes ou des Américains ou des Chinois, en dernier ressort, c'est à l'interne que ça se fait. Si Omar El-Béchir n'a pas le soutien des populations, il ne pourra pas continuer ainsi. Mais tout se jouera au Soudan, en interne. Pour ajouter sur ce qu'il a dit, au-delà du cas du Soudan, je parle de l'Afrique en général, c'est de dire aux jeunes Africains, aux pays, à nos jeunes qui nous écoutent, c'est de dire que dites à nos leaders qu'ils ont la montre et nous avons le temps. Prenons le temps de construire l'avenir, prenons le temps de nous préparer et dites-leur que tout viendra au bon moment et prenons le temps de construire ce que nous avons en commun, le destin africain. Merci. Pour l'instant, en tout cas, vous parliez de la jeunesse et du peuple sud-soudanais. Pour l'instant, ce peuple a décidé de poursuivre les manifestations puisque de nombreux appels ont encore été lancés sur les réseaux sociaux ce vendredi. On marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa News Room. À tout de suite.